Dans le Condro, un curieux objet vole dans le ciel. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Et que fait-il par ici? Est-ce un engin militaire d'espionnage? À quoi peut-il bien servir? Alors, le drone est un peu particulier puisqu'il y en a beaucoup qui l'aiment et d'autres qui ne l'aiment pas. Il peut déranger comme il peut faire plaisir. Nous, on l'a pris dans le cadre enfin, voilà, on a nos raisons professionnelles de travailler avec lui. Et c'est vrai que pour nous, il n'a que des avantages. Alors, il y a un engouement qui s'est créé autour de ce sujet, qui n'a pas vraiment de raison d'être, puisque c'est ultra safe, c'est ultra sécurisé comme méthode. Maintenant, il y a des mauvais et des bons partout, alors c'est sûr qu'il faut faire toujours un peu attention. Les disciplines sont tellement nombreuses qu'on peut aller vraiment très très loin. On est encore au début de cette nouvelle technologie qui prend beaucoup de place dans de nombreux métiers. Et il est vraiment nécessaire de penser à un avenir certain qui prendra sa place dans différentes disciplines. D'accord, mais au fond, un drone, qu'est-ce que c'est? Un drone est un aéronef piloté à distance, donc sans pilote embarqué à bord, qui peut être piloté soit de manière automatique ou semi-automatique. Alors il a la particularité d'être soit observateur ou acteur. Donc s'il est observateur, il aura une charge utile embarquée, comme par exemple un appareil photo, pour pouvoir visualiser ce qui se passe. S'il est acteur, il transportera par exemple des pierres pour une construction ou des affaires médicales pour aller les envoyer dans des zones sinistrées. J'ai des discussions avec des fermiers qui ont besoin d'avoir de l'information sur l'état de croissance de leurs plantes, mais de manière plus précise en fait, pour éviter de dépendre des produits phytosanitaires de manière homogène, sans aucune réflexion sur telle ou telle partie du champ. Donc j'ai fait appel à l'utilisation d'un drone pour faire une cartographie précise des parcelles en fonction de l'azote que je voudrais bien appliquer sur mes cultures pour respecter ce qu'on appelle les APL. Donc les APL, c'est l'azote potentiellement lessivable, qui est une directive européenne que chaque agriculteur de la région wallonne doit respecter, sans quoi il risque de grosses sanctions sur ses aides compensatoires. Et l'utilisation d'un drone et d'une cartographie précise pourra nous permettre de diminuer fortement les doses d'azote et de les utiliser à bon escient à l'endroit où il y en a réellement besoin. Qui aurait pu croire que l'agriculture pouvait se moderniser à ce point et qu'un drone puisse avoir des effets bénéfiques sur l'environnement? C'est assez impressionnant. Cependant, obtenir ce genre de résultat est un travail complexe que seul un expert est en mesure de réaliser et qui doit se faire étape par étape. Fournir une carte de l'état de croissance aux fermiers est un travail assez compliqué qui peut être décomposé en 4 étapes. La première, choisir le capteur et la plateforme que l'on va utiliser. La deuxième, paramétrer le vol. La troisième, corriger et pré-traiter toutes ces petites images pour obtenir une orthophoto. Et passer finalement à l'étape 4 qui permettra de faire les traitements pour obtenir l'information sur l'état de croissance. Et alors la dernière chose, comme je vous ai expliqué, c'est le chaînon manquant un petit peu entre prise capture au sol et capture par avion, parce qu'on avait besoin de quelque chose. Olivier, notre agriculteur, ne veut plus épandre les fertilisants azotés de manière homogène sur ses parcelles de culture. Il sait que l'utilisation excessive de ce produit dégrade significativement l'environnement et n'augmente ni le rendement ni la qualité de ses cultures, bien au contraire. Il souhaite donc raisonner la quantité utilisée, ni trop ni trop peu, et là uniquement où c'est nécessaire. Cette démarche, en plus d'être respectueuse pour l'environnement et la santé des hommes, lui permettra de faire des économies. Lorsqu'un agriculteur décide de raisonner de cette façon, la télédétection lui est d'un grand secours. Mais qu'est-ce que la télédétection ? La télédétection est une technique qui vise l'acquisition d'informations sur la surface terrestre sans qu'il y ait de contact avec cette dernière. Pour y arriver, un instrument de mesure appelé capteur est installé sur une plateforme. Ce capteur va enregistrer l'énergie réfléchie ou émise par la surface terrestre visée.
Cette énergie sera réceptionnée, traitée et transformée en une image. Une interprétation visuelle et ou numérique de cette image est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on désire obtenir et répondre aux objectifs de l'étude. Il existe plusieurs types de plateformes. Celles situées près de la surface de la Terre, ou à quelques mètres d'altitude comme une plateforme au sol et le drone. Il y a celles qui se situent dans l'atmosphère comme un avion ou un ballon. Ou enfin, celles situées à l'extérieur de l'atmosphère terrestre comme un satellite. Chacune de ces plateformes ont leurs propres caractéristiques. Elles capteront des données différentes sur une portion de la Terre. Au plus elles auront une altitude élevée, au plus la scène capturée sera grande, mais au moins il y aura de détails sur cette image. En agriculture, lorsque l'on veut de l'information détaillée au sein d'une parcelle cultivée, les images récoltées par drone sont une excellente base de travail. Il existe des dizaines de drones différents, mais ils peuvent être classifiés en deux grandes familles, les militaires et les civils. Les drones militaires ne nous intéressent pas aujourd'hui. Par contre, parmi les drones civils, on retrouvera ceux utilisés à des fins professionnelles et ceux plus récréatifs. Parmi les professionnels, il y en a qui volent, les aériens, d'autres qui flottent, appelés de surface, ceux terrestres, ceux sous-marins. Les drones professionnels ne volent pas pour le plaisir. Ils ont une mission qui est de collecter des données, et ce grâce aux capteurs embarqués, afin de répondre à une problématique. Intéressons-nous d'abord aux caractéristiques de la plateforme avant de parler des différents capteurs qui peuvent être embarqués. Alors justement, le géographe, lui, va utiliser majoritairement les drones de type aérien. Donc on retrouve deux types de drones à ce niveau-là. On a les drones multirotors et les drones à aile fixe. Alors ces drones ont plusieurs avantages. Déjà, un drone est beaucoup plus flexible au niveau de leur utilisation, étant donné qu'on peut décider du jour au lendemain d'aller les utiliser sur le terrain sans faire appel à une compagnie qui nous louera par exemple un avion ou même demander des images satellites qui vont prendre plusieurs jours à arriver. Donc c'est une plateforme beaucoup plus flexible. À côté de ça, on est aussi à une résolution spatiale beaucoup plus fine, étant donné qu'on travaille plus près du sol. On peut encore noter l'avantage de n'avoir aucune couverture nuageuse par rapport aux avions qui volent à haute altitude et aux satellites, à la possibilité de pouvoir collecter des images ou des vidéos d'endroits peu ou pas accessibles, lors par exemple de catastrophes naturelles ou pour le suivi de constructions d'envergure, et bien sûr de pouvoir répéter la prise de données à la guise de l'utilisateur. Le problème, c'est que les drones couvrent des zones beaucoup plus petites, donc leur application se limite à des étendues spatiales beaucoup plus restreintes. Ils ont une certaine autonomie qui est peut-être moins longue qu'avec des avions ou justement les satellites. Utiliser un drone aérien par rapport à un avion ou un satellite permet d'améliorer premièrement la résolution spatiale des images, c'est-à-dire la taille de la zone couverte par un seul pixel. Cette dernière peut descendre jusqu'à 2 cm en XY et à 5 cm en Z. On peut donc repérer de très petits objets sur les images. Et deuxièmement, la résolution temporelle, c'est-à-dire que le drone peut voler pratiquement quand on veut, excepté lorsque le vent est trop puissant ou lors de fortes pluies. L'utilisation des images est pratiquement immédiate et pour un coût très intéressant. Les données capturées sont donc précises, rapides et fiables. Si on doit choisir entre un drone multirotor ou celui à aile fixe, il faut bien définir les paramètres suivants. Premièrement, la superficie que l'on souhaite cartographier, qui est beaucoup plus importante pour le drone à aile fixe. Deuxièmement, la hauteur de vol, qui peut être beaucoup plus basse pour le drone multirotor. Troisièmement, la résolution spatiale, de l'ordre du centimètre pour l'aile fixe et du millimètre pour le multirotor. Quatrièmement, l'endurance de vol, c'est-à-dire son autonomie, plus importante pour le drone à aile fixe, très limitée pour le multirotor. Cinquièmement, la résistance au vent, plus forte pour celui à aile fixe. Sixièmement, le type d'atterrissage et de décollage, verticaux pour les multirotors, plus complexes pour les ailes fixes, qui peuvent nécessiter d'une aire d'atterrissage et de décollage plus importante. Alors les drones aériens, c'est pas seulement une plateforme, donc c'est pas seulement un objet volant. Ils sont également équipés de ce qu'on appelle la charge utile. Donc la charge utile, ça peut être différents types d'objets. Sur les drones qui sont de type observateur, on pourra retrouver par exemple des capteurs comme des appareils photo ou des capteurs un peu plus développés.
Mais on peut retrouver également d'autres types de charges utiles, comme par exemple sur les drones de sauvetage. On pourra les équiper par exemple d'une trousse de soins, ou alors des drones de sauvetage maritime, on pourra les équiper d'une bouée pour apporter rapidement en fait, de l'aide aux personnes en difficulté. Alors au niveau des capteurs qu'on peut placer sur un drone, il existe déjà 2 catégories, les capteurs actifs et les capteurs passifs. Dans les capteurs actifs, on a tout ce qui est radar et lidar, donc c'est des capteurs qui envoient des ondes au sol et qui récupèrent la réponse des objets au niveau du sol par rapport à cette onde électromagnétique. Alors ensuite, les capteurs passifs, eux, capturent seulement les ondes du soleil qui sont réfléchies sur les objets au niveau du sol. En effet, chaque objet émet passivement ou activement de l'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique, à cause de l'agitation des particules chargées présentes dans la matière. Pour comprendre la télédétection, il faut savoir que le rayonnement électromagnétique a 2 composantes, sa longueur d'onde et sa fréquence, qui sont inversement proportionnelles. Grâce à cette longueur d'onde, il est possible de classifier le rayonnement électromagnétique. Le spectre électromagnétique s'étend des courtes longueurs d'onde, rayons gamma et rayons X, aux grandes longueurs d'onde, comme le micro-ondes et les ondes radio. La télédétection utilise plusieurs régions du spectre électromagnétique. L'ultraviolet, le visible, l'infrarouge et les hyperfréquences. Chaque capteur sera calibré sur une région particulière, c'est ce qui fera sa spécificité. Il existe les capteurs panchromatiques, RGB, multispectraux et hyperspectraux. Dans les capteurs passifs, on a bien sûr ce qu'on connaît déjà via les appareils photo, c'est-à-dire dans le visible, mais il existe également d'autres capteurs qui permettent de capturer des ondes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, de manière à obtenir de l'information plus nuancée. Donc on retrouve là-dedans par exemple les ondes thermiques, qui permettent de connaître la température des objets, mais également les ondes infrarouges ou moyennes infrarouges, qui permettent, eux, d'obtenir des informations sur l'activité chlorophyllienne d'un champ, par exemple. Et donc, ces différentes valeurs d'ondes qu'on peut capturer permettent finalement d'obtenir des informations plus nuancées, des informations qui ne sont pas juste observables par des photos aériennes classiques, de manière à pouvoir faire une analyse plus poussée pour le géographe. Maintenant que vous avez compris l'importance du choix de la plateforme et du capteur embarqué, qu'est-ce que vous utiliseriez pour aider l'agriculteur ? Et pour quelles raisons ? La direction du vent, c'est super important vu que ça dépendra, notre plan de vol dépendra de la direction du vent. Afin de répondre aux besoins de notre agriculteur, l'expert a décidé de récolter des données à l'aide d'un drone à aile fixe, ce qui permettra d'obtenir une cartographie précise au centimètre sur plusieurs hectares de parcelles cultivées. La plateforme sera équipée d'un capteur multispectral afin de connaître la réponse de la végétation dans le proche infrarouge, ce qui est très important lorsqu'on s'intéresse à la végétation. D'accord, ça me paraît super tout ça. Mais comment fonctionne ce drone ? Un drone à aile fixe va avoir un pilotage semi-automatique qu'on va programmer dans un logiciel à l'avance. Donc on va tracer les lignes de vol dans ce logiciel et une fois que le drone vole, on ne contrôle presque plus rien, mis à part des atterrissages d'urgence au cas où un obstacle se présente lors du vol, comme un oiseau ou un hélicoptère. Il faut donc que le pilote localise bien les parcelles à cartographier en les délimitant sur le fond cartographique du logiciel de programmation du vol, installé sur la station de contrôle au sol. Une fois cela fait, le logiciel va automatiquement tracer les lignes du vol du drone pour la mission. On observe qu'elles sont, quoi qu'il arrive, perpendiculaires à la direction du vent. C'est une manière de minimiser l'effet du vent sur la capture d'images. Il est donc nécessaire de consulter un site météorologique spécialisé tel que XC Weather afin de se renseigner sur la direction du vent le jour prévu pour le vol. Les jours pluvieux seront exclus ainsi que les jours où le vent est trop fort. Les jours caractérisés par une couverture nuageuse homogène sont à favoriser car il n'y aura pas d'ombre qui fausseront le signal. On installe ensuite le capteur dans la plateforme et la plateforme sur la rampe de décollage, prêt à prendre son envol. Attention de bien paramétrer quelques éléments avant de débuter la mission. Il faut faire attention à l'overlap des images, donc c'est le recouvrement. Il faut qu'il y ait un certain recouvrement entre les images pour après pouvoir les traiter, les repositionner correctement dans le logiciel. En effet, pour pouvoir exploiter les images ultérieurement, un certain recouvrement latéral et longitudinal est nécessaire. Un minimum de 60% est indispensable et au plus on l'augmente, au plus votre produit cartographique final sera précis. Cependant, augmenter le recouvrement latéral augmente le nombre de lignes de vol et donc le temps de vol.
Et comme chaque drone a une endurance limitée, si la zone à cartographier est importante et que le recouvrement nécessaire est élevé, une grande mission devra être divisée en 2 plus petites. Il faut toujours paramétrer une mission en s'accordant sur des compromis. Il est également important de s'intéresser au GSD, Ground Sample Distance. Il s'agit de la distance au sol représentée par chaque pixel, ce qu'on appelle la résolution spatiale. Plus cette valeur est basse, plus l'image contient de détails. Il est alors possible d'y repérer des éléments très petits. L'altitude du vol est directement liée à la valeur du GSD. Au plus le drone vole haut, au plus cette valeur est importante, le minimum étant 2,39 cm. Il ne reste plus qu'à déterminer les localisations de l'atterrissage et du décollage, en veillant toujours à ce que le drone soit face au vent pour éviter qu'il ne dévie du lieu indiqué. Afin de paramétrer correctement tous ces éléments, une visite sur le terrain au préalable est indispensable, car certains obstacles ne se voient pas sur une image satellite. Donc le pilote, avant de faire voler son drone, doit vérifier certains éléments sur le terrain. Il va d'abord vérifier l'environnement de sa zone à cartographier. Il va regarder où se trouvent les objets qui pourraient perturber l'atterrissage et le décollage du drone. Comme par exemple des pylônes électriques, les toits des maisons avoisinantes, qui pourraient amener à ce que le drone soit obligé de voler à une certaine altitude. L'identification d'une distance minimum par rapport à une haie ou des arbres est aussi importante pour s'assurer du bon déroulement d'un décollage. Une fois que tout est bien décidé et paramétré, on connaît le temps que le drone mettra pour réaliser sa mission, ainsi que le nombre d'images qui seront prises. Une simple erreur de paramétrage pourrait compromettre l'utilisation des données. Il ne faut donc pas hésiter à prendre suffisamment de temps pour réfléchir à chaque élément. Une fois qu'on est sûr de tous ces éléments, on peut installer la rampe, procéder à la checklist et faire décoller le drone. Ce drone à aile fixe va décoller via une rampe de lancement et puis ça fonctionne un peu comme un arc et flèche, on lui donne une impulsion et puis il décollera. Ensuite, il faut retirer cette rampe car le drone va atterrir au même endroit mais sur le ventre cette fois-ci. C'est impressionnant. Cette fois, la mission est terminée et la prise de données achevée. Si je comprends bien, pour clôturer totalement cette étape, il ne reste plus qu'à récupérer toutes les images et les transférer au géographe pour qu'il puisse lancer son analyse. Pourriez-vous programmer la mission qui permettrait de répondre aux besoins de notre agriculteur ? Comment paramétriez-vous la mission, l'altitude, l'overlap, le GSD ? Combien de photos seront prises au final et combien durera le vol ? Où allez-vous faire décoller et atterrir le drone ? Que faire maintenant avec cette multitude d'images acquises par le drone ? Comment arriver à n'avoir qu'une seule et belle image à analyser ? Il s'agit maintenant de créer une orthophoto mosaïque, qui est en fait un assemblage d'orthophotos. Mais au fait, c'est quoi une orthophoto ? Alors une orthophoto, c'est une image qui a été rectifiée pour pouvoir tout simplement enlever tout ce qui est effet et distorsion liés à la capture d'image du drone, pour qu'elle soit parfaitement superposable avec une cartégène. C'est-à-dire qu'après un processus d'orthorectification, on obtiendra une image dont chaque point apparaîtra comme s'il avait été pris verticalement. Mais comment s'y prend-on, car nous avons à disposition énormément d'images ? Il va falloir les traiter une par une. Donc une fois que chaque tuile est correctement rectifiée, eh ben on va pouvoir créer une mosaïque de toutes ces images. Une fois que ce processus est fait, en fait, on aura une orthophoto qui est le produit cartographique tout simplement le plus utilisé par les géographes dans leurs analyses. Ouh là, ça m'a l'air bien complexe. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Est-il possible de décomposer tout ça ? Lorsqu'on prend des photos, une réalité en 3D est représentée en 2D. C'est ce que l'on appelle une projection. Le drone, lui, va capturer les images avec une projection perspective, ce qui signifie que la position planimétrique d'un point sur l'image peut être erronée à cause de relief du terrain ou de l'altitude d'un objet particulier, tel un arbre ou une maison. C'est ce que l'on appelle un effet de déplacement. Les images que l'on récupère après le vol du drone ont ces déformations typiques de la projection perspective. Cet effet est nul au centre de l'image, car l'angle de prise de vue est de 90 degrés, mais progresse en s'écartant du centre, avec l'angle de prise de vue qui diminue.
Ces erreurs de perspective augmentent aussi lorsque la distance entre le capteur et l'objet au sol diminue, ce qui est particulièrement le cas lors de l'utilisation d'un drone, car il vole très bas. Il est donc fondamental, avant toute analyse plus poussée, de corriger ces déformations et de redresser les images verticalement en les transformant en une projection orthographique, qui est une technique photogrammétrique qui permet de déformer une image numérique pour la rendre conforme à une projection cartographique. Ainsi, sur les images résultantes appelées orthophotos, les distances sont partout préservées et exactes. Il sera donc possible de calculer des mesures de surface et de distance, bien utiles pour réaliser des analyses spatiales. À ce stade, nous avons deux choix. Soit de procéder à une orthorectification simple en s'aidant d'un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire un maillage dont le centre de chaque maille fournit les altitudes du terrain obtenues par exemple grâce à un modèle 3D. Soit on corrige également les distorsions dues au sursol, comme la végétation, les structures humaines, etc. On réalise alors une orthorectification vraie, et ce, sur base d'un modèle numérique de surface, également un maillage dont le centre de chaque maille fournit les altitudes du sursol obtenues de la même manière. C'est le processus d'orthorectification vraie que l'on utilisera dans le cas d'images capturées à l'aide d'un drone. Pour y parvenir, il faut d'abord construire un modèle de transformation. Bref, si on récapitule, voici comment s'articulent les 4 étapes qui permettent de créer une orthophotomosaïque avec une série d'images brutes. Tout d'abord, il faut fixer la projection avec laquelle on va travailler. Ensuite, il faut calculer l'alignement de toutes les images. Ce processus tiendra compte de la position X, Y, Z du capteur lors des prises de vue enregistrées par le GPS de bord, des déformations introduites par la distorsion du capteur et des différents angles de prise de vue, roulis, lacets, tangage. Ensuite, il faut créer le nuage de points ou le modèle 3D. Et enfin, calculer le modèle numérique de surface qui permettra de tenir compte des caractéristiques du sol. Ces étapes sont nécessaires pour créer le modèle de transformation qui permettra de relier les coordonnées de l'image perspective aux coordonnées et élévations réelles sur le terrain. Nous pouvons maintenant orthorectifier chacune des images, et ce n'est qu'une fois que cela est fait que nous pourrons les mosaïquer afin d'obtenir notre orthophotomosaïque finale. Concrètement, la première chose à faire est d'insérer dans le logiciel les images brutes ainsi que les données du GPS et de choisir la projection. Le logiciel pourra alors représenter dans un espace X, Y, Z les positions précises du capteur et reliera chaque position à la photographie correspondante. Ne pas oublier également d'intégrer les paramètres du capteur utilisé pour passer à la deuxième étape, l'alignement. Dans un premier temps, le logiciel sera capable d'identifier des points remarquables sur chaque image prise individuellement. Et dans un deuxième temps, procéder à l'appariement automatique de ces points en superposant les images afin de ne garder que les points de liaison ou tie point, donc les points qui correspondent parfaitement sur plusieurs images. Grâce à ce processus, chaque image est maintenant correctement alignée, c'est-à-dire que la position relative de chaque image est connue. Pour y arriver, il faut calculer la hauteur de chaque point de liaison en utilisant les calculs d'aérotriangulation. Grâce à ce processus, les coordonnées x, y, mais aussi z de chaque point de liaison est connue. En effet, pour obtenir l'altitude des points de liaison, il faut que chaque zone de la parcelle soit prise depuis minimum 2 points de vue légèrement décalés, mais à la même altitude. D'où l'importance de bien paramétrer le recouvrement. La deuxième phase consiste à densifier ce nombre de points afin de créer un nuage de points très dense qui constituera notre modèle 3D. Comme les images sont maintenant connectées, l'opération est assez facile mais prend beaucoup de temps. Le programme trouvera un point tous les 2 pixels au minimum, ce qui garantit une résolution très fine. Le résultat de ce modèle 3D est prodigieux, tout comme le nombre de points qu'il contient. La troisième phase est de calculer grâce au nuage de points le modèle numérique de surface. Cette production se présente toujours en 2 dimensions, mais chaque pixel contiendra une valeur de hauteur. Le logiciel interpolera les valeurs entre les points du nuage de points en faisant attention à ce que la même taille de pixels soit conservée. Il ne reste plus maintenant qu'à calculer les orthophotos, en indiquant bien le MNS sur lequel les calculs seront basés, car c'est grâce au MNS que la taille réelle des objets pourra être calculée. C'est lors de cette même étape qu'il assemblera toutes les petites orthophotos pour obtenir une seule et grande orthophotomosaïque reprenant toute la zone d'étude. Eh bien, on aura bien transpiré pour cette étape. Reste à savoir si on serait capable de réaliser une orthorectification vraie des images récoltées avec le drone choisi pour aider notre agriculteur.
on calcule à partir d'images satellites en premier temps, mais nous on va le faire avec des images de drone, qui sera beaucoup plus précise. Donc je vais quand même vous laisser parcourir, je vais vraiment venir sur la fin vous expliquer. L'étape 3 de ce travail fut laborieuse. D'une série d'images capturées par le drone, nous avons créé une orthophoto mosaïque. Pour y arriver, chaque petite image a été individuellement traitée pour corriger ses différentes déformations et devenir une image orthorectifiée qu'on appelle orthophoto. Toutes ces orthophotos ont ensuite été assemblées pour ne devenir qu'une seule et belle orthophoto mosaïque. Nous savons donc bien que cette orthophoto mosaïque est constituée d'un ensemble d'orthophotos, mais par simplification, on utilisera également le terme orthophoto pour parler de cette mosaïque. Cette orthophoto constituera une donnée de base très importante pour l'analyse du territoire ou d'un territoire en particulier. On pourra, par exemple, après une série de traitements, en savoir plus sur les besoins des plantes en fertilisants azotés, comme le demande notre agriculteur. Ah bon ? Mais comment est-il possible, sur base de cette orthophoto, de déterminer la différence entre les plantes qui nécessitent de l'engrais azoté et celles qui peuvent s'en passer ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une orthophoto est aussi caractérisée par un ensemble de rasters. Un raster, c'est une image, ayant comme unité de base le pixel. Et chaque pixel d'un raster est représenté par une valeur numérique qui indique le rayonnement réfléchi ou émis par la surface de la Terre dans une bande spectrale définie. Il y en a autant qu'il y a de bandes spectrales dans le capteur utilisé. On sait que les plantes qui sont malades réfléchissent les longueurs d'onde dans l'infrarouge et le rouge de manière différente que des plantes qui ne sont pas malades. Alors, quand notre drone va passer au-dessus de notre culture, on va pouvoir utiliser ces deux bandes spectrales, les analyser, les enregistrer et sur ordinateur, analyser cette différence qui existe entre le proche infrarouge et le rouge pour chaque plante. Ainsi, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un indice de végétation qui va faire ressortir les plantes qui sont malades. Ok, maintenant je comprends l'influence du choix du capteur dans l'étape 2. Nous avons donc bien fait de choisir la caméra multispectrale qui enregistre notamment le rayonnement dans l'infrarouge. Mais comment crée-t-on un indice de végétation avec l'orthophoto et tous les rasters qui la constituent ? La nature numérique des données de télédétection et donc des rasters se prête particulièrement bien à des opérations entre les différentes bandes. En effet, le principe est d'effectuer pour chaque pixel des opérations mathématiques plus ou moins complexes, faisant intervenir les valeurs numériques observées pour ce même pixel dans différentes bandes spectrales. Un nouveau raster sera alors créé et les pixels qui le composent seront représentés par le résultat de l'opération arithmétique. Le résultat est donc spatialisé. Voilà comment on crée un indice de végétation. Il en existe énormément, mais le principal est le NDVI. Alors, le NDVI, c'est un indice de végétation qui va nous permettre de faire la différence entre le proche infrarouge et le rouge. Donc, cette différence va nous donner une information sur la santé, sur l'activité chlorophyllienne de la plante dont on essaye de déterminer la santé finalement. En fait, on sait que lorsqu'une plante présente des carences en azote, elle est plus petite. Et ses feuilles, d'abord jaunâtres à jaunes, deviennent plus ou moins orangées et tombent, ce qui diminue la densité du couvert. En analysant la signature spectrale, donc la variation de l'énergie réfléchie en fonction des différentes longueurs d'onde, d'une végétation bien verte et dense, on observe qu'elle montre un pic très marqué dans le proche infrarouge et une réflectance plus faible dans le rouge. Lorsque cette même végétation présente des signes de carence azotée, son couvert plus éparse et jaunâtre réfléchit beaucoup dans la lumière du visible et peu dans le proche infrarouge. L'indice de végétation va permettre de repérer plus facilement ces différents états du couvert. Nous utiliserons cet indicateur ici pour définir la dose d'azote complémentaire à apporter. On utilisera les bandes du rouge et de l'infrarouge pour calculer le NDVI, dont voici l'expression. Pour le calculer sur base de notre orthophoto, on travaille dans un logiciel d'analyse d'images. On y importe les différentes bandes spectrales utiles et ensuite on lance l'outil de calcul du NDVI en lui indiquant bien la bande rouge et proche infrarouge. Les formations végétales ont des valeurs de NDVI positives, généralement comprises entre 0,1 et 0,7. Au plus la valeur est élevée, au plus la végétation présente un couvert dense et une bonne activité chlorophyllienne, ce qui lui donne une belle teinte verte. En analysant les variations des valeurs de l'indice de manière relative dans un champ donné, on pourra déterminer les valeurs qui correspondent aux zones de feuillage décolorées ainsi qu'aux zones à moindre volume de feuillage. Ainsi, on pourra mettre en évidence les plantes carencées en azote.
Ok d'accord, mais l'agriculteur, lui, comment il se débrouille avec les résultats de cette analyse ? Alors bien sûr, on ne donne pas à l'agriculteur une cartographie du NDVI brut. Après avoir interprété le résultat, on créera une cartographie de la préconisation d'azote, c'est-à-dire qu'on transformera les valeurs du NDVI puisque c'est notre indicateur, avec des quantités d'azote à apporter par unité surfacique. Attention que la précision de cette carte dépendra du tracteur que possède l'agriculteur. Dans le milieu de l'agrotechnologie, on développe et on crée des tracteurs qui maintenant possèdent un ordinateur intégré et un GPS, permettant ainsi au tracteur de savoir où il se trouve sur son champ. Alors en lui apportant les informations que le géographe a calculées sur son ordinateur, c'est-à-dire l'information spatiale de où se trouvent les plantes malades, le tracteur peut de lui-même répandre ses engrais verts aux endroits précis. En fait, la carte de conseil azote est utilisable sous 3 formes selon l'équipement à disposition. Simple, si l'agriculteur n'a pas les possibilités technologiques, il suivra une préconisation moyenne pour la parcelle, c'est-à-dire que l'apport d'azote sera uniforme, peu importe la variabilité intraparcellaire que l'on aura repérée. Alors, la quantité est uniforme, ok, mais elle a été calculée selon la réalité du champ. C'est déjà une belle avancée. Moyenne, il est aussi possible d'avoir un zonage de la préconisation. L'expert pourra repérer les zones homogènes à traiter au sein de la parcelle et classifier les pixels en quelques grandes zones. Sur son champ, il modulera son épandage d'azote manuellement ou automatiquement. Et complète. Enfin, avec un matériel à la pointe, une modulation fine automatique sera envisagée. Toute la variabilité intraparcellaire sera prise en compte. Il s'agira d'insérer la cartographie numérique détaillée dans la console de gestion de l'épandeur, connectée elle-même à un GPS pour que l'ouverture et la fermeture des vannes se fassent automatiquement en fonction de la cartographie. Le drone va donc permettre d'obtenir une carte de l'état de santé de chaque plante sur la parcelle que l'on survole. Une fois que le fermier sera en possession de cette carte, il va pouvoir suivre la croissance de toutes les plantes de son champ et il va pouvoir du coup mieux estimer la quantité d'engrais et de produits phytosanitaires qu'il va épandre. Du coup, il va pouvoir économiser sur ses intrants et il va forcément protéger l'environnement, la biodiversité qui se trouve sur le champ et même dans les parcelles voisines, tout comme la qualité du sous-sol. Voilà, les 4 étapes sont clôturées. Le travail du géographe arrive à sa fin. Le fermier va pouvoir pratiquer une agriculture un peu plus durable avec un outil tel que le drone à sa disposition. Dans un milieu agraire, le drone peut également servir à cartographier certains services écosystémiques, comme par exemple la richesse paysagère, l'érosion des sols, les coulées de boue ou bien les inondations. Mais il a aussi de multiples autres applications. C'est un des axes de recherche du département de géographie.